Donc, rebonjour pour les derniers arrivés. Pour l'instant, les micros sont complets comme on est une petite vingtaine, donc on va laisser cette configuration-là pour l'instant. Et puis pour la partie questions, on réactivera les micros en fonction d'eux, ça sera plus sympa pour se parler. Donc moi, je suis Julien Lemoine, je suis cofondateur de Manelto et je suis accompagné aujourd'hui de Quentin, qui est plutôt sur la partie technique, côté architecture, que vous voyez normalement, oui, la caméra est activée, Bonjour à tous. et Ryan qui nous accompagne sur la partie marketing. L'idée de ce petit webinar, c'est d'évoquer un petit peu les sujets d'automatisation IA et les quelques use cases qu'on imagine et qu'on met en place de plus en plus chez nos clients. Je vous propose de faire ça en quatre parties. Une petite introduction de Manelto pour ceux qui nous connaîtraient pas ou peu sur notre domaine d'intervention. Quelques généralités autour de l'IA, l'objectif étant plutôt de pas faire un cours sur ce qu'est l'IA, et puis je n'aurais pas cette prétention-là, mais c'est plutôt une question de reposer les bases pour qu'on puisse parler correctement et solidement ensuite de la démo que vous présentera Quentin, et puis une petite séance de questions-réponses sur la fin. Alors, Manelto. Manelto, qui est-on? Donc, on est une société créée en 2016. Moi et mon associé Thomas Masson créons ça en 2016. On approche des 10 ans et on accompagne plutôt on est des pure players Microsoft et on accompagne les entreprises PME, petites ETI dans la région sur toutes les solutions autour des solutions Microsoft et dans globalement leur transition numérique et digitale. On est aujourd'hui une petite dizaine de collaborateurs et on a effectivement ce périmètre d'intervention qui est plutôt nord de Paris s'il faudrait le décrire. Manelto aujourd'hui c'est plutôt une double expertise. On a à la fois des profils métiers issus d'écoles de commerce ou d'écoles de marketing, mais aussi des experts Microsoft qui sont des vrais techniciens, des certifiés de la plateforme. Et l'objectif est effectivement de pouvoir un petit peu organiser des projets autour de ces sujets-là qui sont certes de l'informatique, mais c'est souvent essentiellement des sujets un peu métiers. Un projet et des intervenants chez nous c'est souvent composé d'un binôme qui a à la fois cette appétence métier, donc commerce, marketing, service client et que sais-je, et puis cette appétence un peu technologique pour appliquer les bonnes pratiques et mettre en place les outils Microsoft qui vont bien. Les domaines d'intervention, ils ont un petit peu évolué avec le temps. On est des gens profondément marqués par les bases de données clients, donc tout ce qu'on va trouver autour du CRM. Et effectivement, de fil en aiguille, en fait, on a été sur tout le périmètre que vous pouvez voir à droite dans la slide. On va parler de base de données clients, on va parler d'espace collaboratif pour communiquer avec ses clients, on va parler de BI et donc d'indicateurs de pilotage ou de performance commerciale ou de performance d'un processus dans ces grandes lignées. Et, euh, et j'en oublie un. Et la sécurisation, oui, le dernier en l'occurrence, là, ici, autour de la sécurisation du SI et du cloud Microsoft. On est pure player, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 95% de notre activité est faite dans les data centers Microsoft, donc on est vraiment biberonné sur l'ensemble de ces sujets-là. Petit retour sur si vous nous connaissez moins ou si vous n'avez pas eu l'occasion de participer au précédent, la session de webinar, c'est le numéro 3 aujourd'hui. On a lancé ça depuis un petit 6 mois. Objectif affiché 4 par an. Pour l'instant, on tient notre rythme, et donc il y en a 2 qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Un premier sur Microsoft Fabric et un deuxième sur Touchdown. Donc si la curiosité vous dit, il y aura un petit lien en fin de slide. Voilà pour la présentation pour recadrer un peu ce qu'est Manelto.
Alors, l'IA est un sujet, est un sujet vaste et complexe. Donc, l'objectif est plutôt d'abord, nous, ça a été de se forger une conviction sur ce qu'on voulait en faire et de comment on souhaitait en parler. Donc, loin de moi l'idée d'être un petit peu apôtre sur le sujet, hein. L'idée générale est de vous présenter une vision qu'on a chez Manelto de l'IA et de la manière dont on veut la faire rayonner dans les process et chez nos clients. Donc, je vous présente ça sous forme de trois approches assez distinctes qu'on va bien marketer, enfin qui sont marketés d'ailleurs assez différemment, mais c'est trois vraiment silos de l'IA qui ont une approche assez différente, mais qui sont en fait assez complémentaires. L'objectif est plutôt de mettre des mots et de la sémantique, et puis on va plutôt s'intéresser aujourd'hui à un de ces silos-là. Euh, on peut déjà parler de tout ce qui est aspect chatbot. Alors là, je vais rien vous apprendre parce que dans la salle, je suppose que vous êtes peut-être déjà des gros utilisateurs ou des utilisateurs apprenants sur le sujet, mais c'est ce qu'on va appeler les généralistes, hein. Aujourd'hui, alors qu'on parle du monde Microsoft avec Copilot ou pas, hein, on peut parler de Gemini, on peut parler de GPT, on peut parler de Claude, on peut parler peu importe. L'idée là ici, c'est de retrouver sous forme d'un chatbot des réponses génératives à des questions posées. Donc là, on est plutôt en interaction entre un utilisateur physique bien humain, pose des questions dans un chatbot et obtient des réponses. Ça, c'est effectivement le pan un peu généraliste. Microsoft, c'est la partie copilote. On ne souhaite pas de parler de ça aujourd'hui, on pourra en reparler dans un autre webinaire, mais ça va être une base de travail pour nous. Le deuxième, qui est un peu plus intéressant dans le cas qu'on va évoquer, c'est la partie agent ou agentisation, comme on commence à entendre parler beaucoup de ce terme-là. L'agentisation est en fait un chatbot un peu spécialisé. Là où à gauche, on a plutôt une IA générative généraliste, on peut lui poser des questions sur le temps qu'il fait ou sur des bonnes pratiques métiers. Là, côté agent, on va plutôt avoir quelque chose de spécialisé. Alors c'est là où j'ai mis notamment GPT parce qu'ils ont cette partie-là qui est plutôt intéressante dans leur offre, mais on retrouve aussi Copilot Studio, hein, côté Microsoft et d'autres, hein, d'ailleurs, tout ont cette partie agentique. Mais l'idée là ici, c'est d'entraîner une IA générale à appliquer ou à s'exercer sur un jeu de données particulier ou dans un contexte particulier. Les premiers bots auxquels je pense, ça va être des choses, par exemple, très orientées commerce, dans lesquelles on va donner des bonnes pratiques de fonctionnement de l'entreprise, des contextes dans lesquels le métier est exercé, etc., etc. Et l'agent va répondre dans ce contexte-là. Donc là, plus question de lui poser la question de quel temps il va faire, hein. L'objectif, c'est de lui poser une question sur une thématique précise sur laquelle on l'a entraîné et l'entraînement va faire qu'il sera plus pertinent dans ses réponses. Là aussi, on est en face d'un chatbot dans la majorité des cas. L'idée générale, c'est qu'au lieu de se présenter devant un copilote, l'utilisateur se présente devant un bot qui a été entraîné et qui a souvent un petit nom un peu spécifique. On pourrait l'appeler le bot commerce ou le bot vente, peu importe. Et il pose des questions à un agent qui a été entraîné. Mais on est dans cette même relation d'un chat comme on le connaît. Le troisième, et c'est celui qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, alors c'est celui qu'on a nommé applicative. Ça pourrait prendre plein de thématiques ou de sémantiques un peu diverses et variées. L'idée là, c'est vraiment d'aller chercher une plateforme. Là où à gauche, on est plutôt dans une relation humain-machine très textuelle autour d'un bot. La partie applicative, elle, va ouvrir la notion d'IA à tout un tas d'autres choses. Donc, on va garder effectivement une partie bot si on le souhaite, mais pour les plus techniciens d'entre nous, on va parler de code, on va parler d'API, on va parler d'applicatif. L'objectif est de faire rentrer l'IA sans avoir forcément besoin d'une relation humain-machine, hein. La machine va pouvoir entre guillemets réfléchir toute seule ou se lancer lancer des prompts un peu seul parce que le process l'aura décidé.
Donc là, on est plus sur quelque chose d'applicatif. L'objectif n'est pas fondamentalement d'avoir un bot ou un chat visuellement avec elle, mais l'objectif est d'avoir peut-être une temporalité ou quelque chose qui résonne plutôt sur l'événement et qui va lancer des processus d'IA génératifs. Donc, chez Microsoft, on va parler d'Azure AI Foundry. C'est plutôt lui qui va nous intéresser aujourd'hui et qui va nous permettre de faire la démo. Mais pareil, hein, les concurrents sont plutôt en phase là-dessus. Chez Google, on a Vortex. Il y a Hugging Face aussi qui est plutôt connu sur cette phase-là. L'idée, effectivement, est que ces plateformes s'approprient les modèles de génératifs. Alors, dans les grandes lignes, nous, on va s'intéresser aujourd'hui, et la démo va être basée sur Azure AI Foundry aujourd'hui. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est qu'Azure AI Foundry? C'est la capacité d'avoir une plateforme telle que je viens de le décrire dans votre environnement Microsoft. Donc, si vous êtes déjà client Microsoft ou si vous avez un tenant Microsoft ou déjà des données dans votre espace Microsoft, l'objectif est d'ajouter une capacité de plateforme à avoir, comme aujourd'hui, on a alors le raccourci d'idée est peut-être un peu dur, mais comme on a aujourd'hui une plateforme SharePoint ou un centre de service Power BI, AI Foundry vient ajouter une capacité IA à votre tenant. Et donc ça, c'est pour concevoir, entraîner, développer vos propres agents, vos propres modèles d'intelligence artificielle pour vos process. Cette notion de plateforme va être assez agnostique. L'idée qu'il y a derrière cette notion-là, c'est que, oui, Microsoft a plutôt des atomes crochus et utilise Copilot au quotidien, mais on va pouvoir utiliser du Mistral, on va pouvoir utiliser du Claude, on va pouvoir utiliser des versions de GPT diverses et variées. Le modèle d'IA qui va être utilisé derrière ces process-là peut être assez diversifié. Par exemple, nous, la démo qu'on va voir juste après est basée sur du GPT-4o parce qu'on aime bien sa capacité à expliciter les choses ou à expliciter les choix qu'il fait. Et c'est plutôt un trait de caractéristique de cette version-là. Donc, c'est pour ça qu'on va venir choisir ce modèle dans la plateforme. Dernière chose qui est plutôt super importante parce que j'ai souvent la question parmi nos clients, c'est aussi un moyen d'isoler vos usages IA en fait. Très souvent en fait on est en face d'utilisateurs qui au sein des entreprises commencent comme ils le font en perso à utiliser GPT pour du boulot, pour challenger un devis, que sais-je. Et les SI un peu affolés viennent nous voir en mode mais où partent mes données, comment c'est entraîné, etc. Cette capacité à avoir une plateforme au sein de l'écosystème Microsoft, c'est aussi la capacité de fermer un peu l'écosystème, de profiter des capacités de calcul et des différents modèles LLM qu'on a à notre disposition, tout en sécurisant les données. Les prompts et les réponses aux prompts qui vont être faits par les utilisateurs ou par les applications sont isolés dans la plateforme Microsoft. Et puis, il n'y a pas d'entraînement possible, en fait. Par contrat, Microsoft s'engage à pas utiliser vos données pour entraîner des modèles tiers. L'objectif, c'est de profiter de la capacité de calcul et de la puissance du modèle d'IA pour répondre ou pour effectuer des tâches. Hop. J'en termine quasiment là avec la théorie. Le principal intérêt que j'y vois, qu'on y voit effectivement, c'est à partir du moment où on a cette plateforme IA qui résonne sur votre tenant, sur votre environnement Microsoft, on va pouvoir être un peu créatif sur la manière dont on veut l'utiliser. Oui, ça peut être un chat en fait, mais on va pouvoir utiliser ce genre de processus pour aller décorer des données, aller donner de la profondeur à des données, donner des choix, venir effectivement travailler un processus métier et le doper un petit peu à l'IA. Et c'est ce que va permettre Azure Foundry tout en gardant une sécurité et un cloisonnement. Du coup, la démo qu'on vous propose va être assez simple. Alors, c'est plutôt inspiré de cas qu'on a vus plus ou moins concrets. C'est un petit mélange de plein de choses qu'on a déjà vues avec Quentin et qu'on a mis là en musique. On va prendre simplement l'idée d'une PME équipée d'un CRM Microsoft pour lequel son service client se retrouve un peu noyé sous les demandes, en fait. Le service client reçoit énormément de mails sur une adresse email qui s'appelle salut@manelto.fr de manière très originale.
ce service client se retrouve un petit peu noyé et la qualification effectivement est faite aujourd'hui manuellement sur est-ce qu'on est plutôt en phase d'une demande, est-ce qu'on est plutôt en phase d'une réclamation et comment j'organise le traitement et la priorisation de ces sujets-là. Et là, l'idée, bah, ça va être d'automatiser un peu cette qualification pour donner la capacité à l'utilisateur et aux utilisateurs d'être plus réactifs. Aujourd'hui, une réclamation, si elle passe parmi les 180 mails de la journée, bah, si effectivement on doit lire le contenu de chaque email pour prendre conscience qu'effectivement le mail qu'on a reçu à 11h22 était d'une importance critique et qu'on ne l'a pas vu parce que ça n'est qu'un flot de mails, ça devient un problème. Et c'est des cas qu'on a vus récemment chez nos clients, donc c'est pour ça qu'on l'évoque. Alors, comment ça va se passer? Moi, je vais simplement simuler le client et je vais envoyer un petit mail à cette fameuse adresse, salut@manelto.fr. Et cet email, grâce à l'interconnectivité avec QuickChange, va tomber dans notre environnement CRM de démo. Et dans cet environnement CRM, on va voir l'email arriver de manière non qualifiée. Donc, on va tout simplement récupérer l'expéditeur, le sujet et le corps du mail. Et puis, ben, de manière générale, cette première synchro va se faire assez naturellement. Et c'est à ce moment-là où on va faire passer un agent IA pour essayer de nous catégoriser ce qu'est ce mail. Donc, Quentin va avoir l'occasion de vous faire voir la manière dont on va prompter ça. Mais l'idée, effectivement, est de sortir avec un email quelques secondes, minutes plus tard, avec un avis de l'agent IA sur le contenu du mail. Est-ce qu'on est plutôt en phase d'une réclamation urgente ou d'une demande d'information qui peut un peu attendre? Et l'idée ensuite, bah, c'est un petit peu de prioriser ça et puis d'envoyer les demandes urgentes dans des files d'attente assez prioritaires et puis de demandes moins urgentes sur des files d'attente un peu moins prioritaires. Voilà pour le cœur de la démo. De mon côté, je vais envoyer un email. Alors, tout ce qu'il y a de plus bête, hein. Hop, je pense que tout le monde doit avoir mon écran. Donc, sur mon adresse perso, avec mon adresse perso, je vais envoyer un mail à salut@manelto.fr et qui s'appelle réception de ma commande. Et donc là, on est plutôt dans le cadre d'une demande qui n'est pas fondamentalement urgente, hein. Je viens de réceptionner ma commande et puis je vais nommer le numéro de commande en question. Et bah, je souhaiterais tout simplement un duplicatat de facture. Donc là, l'idée, hop, je vais envoyer ça. L'idée générale, effectivement, ici, c'est de pouvoir récupérer cette facture suite à ma livraison. Et puis, je te laisse la main, Quentin. Je prends la main. Alors, du coup, on va se retrouver côté CRM. Petite présentation rapide. On va retrouver ici la partie menu qui va nous permettre de naviguer. La partie ici est recherche. Et nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est tous les messages électroniques. Donc là, comme Julien l'a expliqué, tous les courriers qui sont à destination de notre boîte salut@manelto.fr vont directement redescendre dans le CRM. Donc à présent, si j'actualise, je vais retrouver ici le mail que Julien vient d'envoyer. À présent. Et donc si on rentre un petit peu dans le détail, on va retrouver exactement ce que Julien nous a envoyé, donc notre expéditeur, la personne qui a reçu le mail, donc là, salut@manelto.fr, et ici, du coup, le message en tant que tel. L'idée, du coup, c'est que les utilisateurs vont directement exploiter le CRM plutôt qu'une boîte mail qui n'est pas forcément triée, qui n'est pas forcément rangée, pour permettre de faciliter un peu plus la lecture. Donc là-dessus, on va retrouver toutes les infos et donc je vais pouvoir vous en parler maintenant ici, vu que c'est arrivé. Ici, on a notre agent, du coup, qu'on va vous présenter juste après, qui a déjà fait son travail, c'est-à-dire qu'il est venu, du coup, qualifier le mail. Donc c'est simple, en fait, on lui envoie la personne qui nous envoie le mail, l'objet, car il peut avoir des informations importantes, mais surtout le corps, qui est ici. L'idée de ça, c'est qu'on va lui demander, du coup, de nous ressortir 3 informations. Le premier, ça va être un motif. Donc, on vous présentera ça au niveau du prompt, mais dans l'idée, c'est qu'on a une liste de motifs avec une explication, un contexte au niveau de ce motif, un sous-motif pour encore plus détailler la demande qui est faite, et surtout, ce qu'on va lui demander, c'est de faire un raisonnement. Donc, ça a deux vertus. Premièrement, ça va résumer le mail, et surtout, parce qu'on est quand même sur un agent, des fois, il peut y avoir des erreurs, c'est d'avoir pourquoi
le pourquoi il a décidé de le qualifier de cette manière. Donc ça lui permet de réfléchir, ça lui permet aussi peut-être de faire moins d'erreurs au niveau de ses réponses, mais grâce à ça, on a la raison. Du côté CRM, on va retrouver du coup tous nos mails ici, et avec un petit code couleur pour chacun de nos motifs, nos sous-motifs, nos raisonnements. Moi, ici, on affiche toutes nos informations directement à l'utilisateur. On rentrera dans le détail après. Moi aussi, du coup, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est l'agent. L'agent qui a effectué le travail. Du coup, première chose que je voulais vous montrer, c'était la partie catalogue. Du coup, qui nous est mis à disposition par Microsoft. Et donc là-dedans, en fait, on va retrouver tous les modèles du coup de LLM qui sont disponibles. Il y a même une page suivante et qu'on peut du coup utiliser. Ensuite, si on revient un peu dans le détail, donc notre agent, comme l'expliquait Julien, il a été configuré pour réaliser une tâche précise. Et la tâche précise, du coup, ça se prépare dans un prompt, hein, globalement. C'est celui-ci. Où ici, on vient configurer un agent. Donc nous, on l'a mis en GPT-4o. Et donc ici, je vous ai mis le prompt un peu plus grand. L'idée de ce prompt, il est costaud, mais c'est surtout en fait donner du contexte à notre agent et surtout de décrire chacune des situations, chacune des catégories d'un mail pour pouvoir l'aider à mieux catégoriser. Donc on lui donne au départ un peu de contexte. Ici on lui donne surtout en fait son premier rôle qui est là-haut, toutes les différentes règles qu'on applique et surtout à la fin ici on va avoir la partie réponse. Donc comme nous derrière on va retraiter la réponse qui est envoyée par notre agent, on vient lui formater une réponse pour être sûr qu'il nous l'envoie toujours de la même manière. Un agent, aujourd'hui, du coup, on l'utilise de cette manière, mais on est capable de venir, du coup, lui plugger une base de connaissances qui se trouve ici aujourd'hui. Donc, il y a encore pas mal de préversions là-dessus. Mais on est capable de venir chercher du Fabric, on est capable de venir chercher du SharePoint, donc pour faire de la recherche dans les documents. Et aussi, un agent peut directement agir. C'est-à-dire qu'un agent peut lui demander de réaliser une tâche précise. Et cette tâche va se matérialiser, on va préparer la tâche. Généralement, du coup, ça va être un appel à quelque chose ou quoi. Et donc, l'agent va réaliser une tâche. Il va pas forcément répondre, mais il peut en fait directement résoudre, globalement. Je t'ai envoyé un nouvel email. Parfait. Du coup, notre deuxième email ici va arriver. Du coup, on va le retrouver là. Donc là, on a notre mail qui vient tout juste d'arriver. Il est tout frais. Donc là, notre email n'est pas encore traité. On voit assez bien. L'idée, c'est que tout ce qui est à gauche, à partir d'ici, ça vient du CRM. Donc ça, c'est la synchronisation du mail. Tout ce qui est à droite ici, c'est notre agent qui vient réaligner les informations. Et donc là, notre client Julien Lemoine, ce coup-ci, il n'est pas content. Du coup, il nous a fait une réclamation. Et donc, on peut surtout vérifier ce qui a été envoyé. Donc le code est endommagé, il est de mauvaise couleur. Et donc là, ici, on retrouve toujours l'explication avec du coup notre numéro de commande. L'idée de ça, c'est aussi d'ailleurs, de référencer le numéro de commande et de demander à notre agent de récupérer ce numéro de commande, c'est d'utiliser la fonctionnalité du CRM qui permet de faire des liens entre chacun de nos éléments. C'est-à-dire que notre commande qui est évoquée là-dedans, elle se retrouve directement dans mon mail. Donc je peux cliquer sur ma commande, voir ce qui s'est passé et puis agir sur ma commande. Du coup, si on continue dans l'esprit de notre CRM, on va pouvoir essayer d'organiser un peu plus cette vue pour faciliter le travail. Donc là, on va venir plaquer un graphique qui va nous permettre d'afficher chacune de nos mails là en cours en les groupant par motif. Et ici, donc je peux le faire ici aussi, je peux venir regrouper par motif pour avoir une vue d'ensemble. Et ici, je peux venir par exemple voir toutes les réclamations. Venir regrouper ces réclamations par leur sous-motif pour avoir pareil un point de vue et pouvoir traiter du coup chacune des demandes en fonction de l'urgence du sous intégré au sous-motif. Alors, voilà pour cette démo qui se voulait un petit peu pragmatique sur le sujet, sur la manière dont on évoque ça. Alors, bien sûr, là, on a choisi d'avoir
un use case autour du service client. L'idée, c'est que là, on est limité par notre imagination, hein, mais on a déjà eu l'occasion de traiter ça dans le monde du commerce. Voilà. L'objectif, encore une fois, est de mettre dans le cœur du processus métier. Alors là, on prend du CRM, mais ça peut être plein de choses, hein, peu importe. L'objectif est de mettre dans ce cœur de processus des briques d'IA qui vont effectivement venir adresser, mettre en évidence de l'information ou de la donnée pour être capable effectivement soit de la mettre en valeur parce que des devis doivent être relancés, parce qu'une commande est en peine ou parce qu'une facture est pas réglée, ou inversement effectivement mettre en valeur des choses qui n'ont pas vocation à aller plus loin. On parle beaucoup, par exemple, de statuer des devis qui sont relancés une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que ça vaut encore le coup de passer du temps sur ces devis-là? Typiquement, des agents d'IA peuvent matérialiser un petit peu tout ça. Voilà pour cette démo. Alors, on va pouvoir passer aux questions. Alors, il y a une question sur la facturation. Alors, comment se passe la facturation? En fait, on est dans le monde Azure, hein. Donc, dans l'esprit ici, la facturation est à la consommation. Donc, ce qu'on va positionner, en fait, c'est Azure AI Foundry est un composant d'Azure. Et donc, tant que la brique d'IA n'est pas utilisée, elle est facturée zéro. Et l'objectif, effectivement, c'est qu'à chaque fois qu'on va prompter ou à chaque fois qu'un processus va utiliser cette brique d'IA, ça marche sous forme de token et puis on va valoriser des tokens en entrée et en sortie. Donc, si je pose une question, là, les questions sont assez costauds. En fait, on envoie la totalité du contenu du mail, donc ça peut être un petit peu costaud, pièces jointes comprises. Et inversement, la réponse est un peu plus concise parce qu'on choisit juste un motif, un sous-motif, un raisonnement. Voilà, c'est ça, c'est cette quantité d'informations entrée-sortie qu'on va payer. Et pour donner quelques informations sur le client qu'on a traité ensemble, Quentin, il y avait quelques centaines de mails par jour et voilà, ça coûte entre 50 100 dollars par mois pour opérer ça sur une centaine de mails par jour, pour donner un petit tabac sur le sujet. Comment on construit le script IA, car celui que vous avez montré est complexe. Alors, en fait, il n'y a pas de script IA à proprement parler. Tout se passe sous forme de prompt, en fait. Donc, il y a un premier prompt un peu général sur la capacité de l'IA de quelle manière elle doit se comporter. Donc, globalement, on lui explique que dans quel contexte elle va être utilisée. Là, en l'occurrence, on lui explique qu'elle est plutôt positionnée sous forme sous forme d'un agent de service client et qui reçoit des sollicitations de clients sur des devis, des commandes, des factures, etc. Donc, il y a plutôt une situation un peu générale. Il y a le détail, c'est-à-dire que, en fait, au plus on va prompter quelque chose de précis et des comportements attendus, là, on a plutôt prompté à quels motifs et sous-motifs sont attachés des situations. Comme on a beaucoup de motifs, sous-motifs, le prompt est assez costaud, mais en fait, au plus on va être verbeux, explicatif, de ce qui détermine qu'un cas est un motif par rapport à un sous-motif, au plus ça va être précis en fait. Alors ça ne veut pas dire que ça va toujours se tromper, ça va jamais se tromper, hein, mais c'est ce qui va ajouter le degré de précision dans la réponse de l'IA. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on va ajuster en fonction. Tout ça, ça se teste et ça se met un peu dans la vraie vie. Et c'est ça qu'on va un petit peu ajuster au fur et à mesure de la vie de cet agent. Et c'est ce qui fait la précision de la réponse. Il y a une dernière partie du prompt que Quentin vous a fait voir à la toute fin qui est plutôt quelque chose d'un peu technique. Comme ça, là, on l'opère. L'objectif n'est pas de mettre une réponse textuelle à l'utilisateur parce qu'il n'y a pas d'utilisateur en face, hein. C'est un processus informatique qui vient récupérer la réponse de l'IA et l'insérer dans le CRM. Donc en fait, on a prompté juste la manière dont il devait répondre. Donc là, on lui a demandé de répondre sous forme d'un fichier JSON pour qu'on puisse réexploiter ce fichier pour l'insérer dans le CRM. Voilà. Combien de temps pour mettre en place un prompt
efficace. Alors, sacrée question, je ne sais pas ce que c'est qu'un prompt efficace. Est-ce que c'est le degré de réponse correcte? Est-ce que c'est le... bon, faudrait qu'on détaille un petit peu ce sujet-là. Euh, En fait, fondamentalement, pour mettre en place ça, on est dans la Power Platform de Microsoft. Donc, pour les connaisseurs, on est dans du processus un peu low-code. Donc là, monter la démo, il nous a fallu quelques heures pour monter la démo. Alors oui, on s'inspire de cas clients à gauche, à droite. On a déjà prompté ça, etc. Mais fondamentalement, la partie technique n'est pas la plus complexe. En fait, ce qui est complexe dans l'histoire, c'est de décrire le process, en fait. D'identifier que là, il y aurait des vraies questions à se poser. Est-ce que le mail est un bon canal pour réceptionner autant de demandes clients? Enfin, c'est toute la partie autour, en fait, qui va un peu générer, qui doit générer des questions et le dessin du process. Sinon, pour la mise en place, là, ce que vous avez vu là, fondamentalement, c'est de la Power Platform avec le CRM de Microsoft, c'est un peu de Power Automate pour l'automatisation et l'entrée-sortie des données. Et l'agent AI Foundry, donc c'est fondamentalement pas énormément de boulot pour la mise en place technique. Euh, je continue. L'agent peut effectuer des actions CRM, affectation automatique, mail auto, création d'incidents, autres éléments. Alors, je te laisse répondre à celle-là, hein. C'est les actions, Oui, Quentin? ouais, voilà. Alors du coup, effectivement, il peut le faire, hein. C'est la partie action. Donc en fait, à partir du moment où on est capable, depuis un agent, d'appeler ce qu'on appelle, enfin, de sortir d'Azure, globalement, on peut faire n'importe quoi. Donc oui, c'est tout à fait possible que l'agent agisse sur le CRM ou autre chose, hein, sur directement des courriers Outlook ou des documents sur SharePoint. Il est tout à fait capable de le faire. Merci. Alors, je vois une autre question sur faut-il des licences particulières pour utiliser ces agents? Non, en fait, l'idée générale, là, c'est que, comme vous l'avez vu, là, pour le coup, on utilise de l'OpenAI directement et le LLM le 4O. En fait, ce qu'on va payer ce que Microsoft va facturer dans ce cas, c'est la capacité de calcul, en fait. Donc globalement, comment ça se passe, hein, les éditeurs d'LLM viennent faire des livrables à Microsoft sur AI Foundry, et les utilisateurs que nous sommes montent des chatbots, des process d'IA dans Azure AI Foundry, et en fait profitent de la puissance de calcul de Microsoft dans Azure, couplé à ce LLM, bah, pour produire des choses autour de l'IA. Et donc, ce qu'on va payer dans ce cas-là précis, à part effectivement l'aspect CRM, etc., mais fondamentalement, le process IA, c'est simplement le coût d'Azure AI Foundry avec la bac relative que j'ai donnée tout à l'heure. Euh, Alors, il y a une dernière question. En SAV, peut-on relancer les actions clients? Peut-on fermer automatiquement les tickets? Alors, oui, alors on est dans le même niveau de réponse que Quentin a fait tout à l'heure. En fait, là, on a produit de la donnée, mais à partir du moment où là, l'IA prône une action à entreprendre, bah, il est tout à fait possible, effectivement, d'aller dans le CRM pour clôturer un ticket ou pour ouvrir une tâche à un utilisateur commercial pour un rappel. En fait, il n'y a pas tellement de limites. En fait, encore une fois, c'est le dessin du process qui est certainement le plus compliqué à mettre en place là-dessus. Techniquement, que ça soit décorer un peu de la donnée qu'on a déjà ou la mettre en valeur et ou produire de nouvelles données pour créer un rendez-vous, créer une tâche ou fermer un ticket, il n'y a, pas- il y a pas de sujet en soi technique. Par exemple, on a fait le sujet récemment où l'IA conseillait la fermeture de devis qui avait été soit trop relancé, soit qui touchait des clients qui avaient un taux de conversion qui n'était pas assez fort, soit qui touchait des produits à faible valeur ajoutée, donc à faible marge pour le client. Donc fondamentalement, passer du temps à relancer ce type de devis n'avait pas beaucoup de sens. Donc là,
proposait à l'utilisateur, l'IA proposait à l'utilisateur de fermer le devis. On aurait tout aussi bien pu fermer les devis de nous-mêmes, mais après là, c'est un choix métier. Est-ce qu'on peut remplacer un CRM type HubSpot par l'exemple que vous avez donné? Alors, trop compliqué à répondre, il faudrait qu'on... Pas pareil, hein, j'ai pas le prénom de la personne, donc on en parlera en off. Sébastien. Donc oui, on en reparlera, Sébastien, si tu veux, mais oui, en fait, enfin, c'est compliqué à répondre parce que Hotspot a des qualités que Dynamics n'a pas, notamment sur la partie marketing. Mais pour ce qui concerne le service client en particulier, oui, on peut même coupler ça à d'autres services. On a aussi pas mal d'habitudes autour de Zendesk, par exemple. Il est tout à fait possible que l'IA qu'on vient de mettre en place, en fait, ne vienne pas alimenter le CRM Dynamics, mais vienne alimenter Zendesk. Il n'y a pas tellement de limite, encore une fois, tout ça est appaysé. Donc que ça parte d'un email ou que ça parte d'une plateforme ou d'un WhatsApp pour revenir dans un outil tiers, en fait, dans l'esprit, peu importe. À partir du moment où on arrive à capter la donnée, on saura la redistribuer à la plateforme qu'on souhaite. Je vois une autre question. Pour approfondir la question des actions, est-il préférable d'utiliser l'IA pour analyser et qualifier les éléments, puis déclencher des processus CRM, ou l'IA sur toute la chaîne? J'ai un peu marqué au sens bras. Les deux sont possibles. C'est-à-dire que si, de mon point de vue, sur une première approche IA dans un processus, on est plutôt que sur quelque chose de l'ordre du labo. C'est-à-dire qu'il faut avoir un point de comparaison. Je prends le cas d'un client que j'ai en tête. Notre conseil autour de ce sujet-là a été de se dire, OK, tu as 10 agences commerciales, et ben il y en a 8 qui vont continuer à faire comme elles font aujourd'hui, et puis 2 vont être conseillées, dopées, boostées à l'IA, on appelle ça comme on veut. En tout cas, on va apporter une aide ou un conseil grâce à l'intelligence artificielle. L'idée générale, est-ce que c'est de l'ordre du conseil et donc on conseille de fermer un devis ou on conseille de relancer ce devis et puis charge à l'utilisateur de le faire? Ou est-ce qu'on ferme automatiquement ces devis et puis on ne pose pas la question aux utilisateurs? À la limite, ça c'est un choix de conception et de dimension. Ce qui est surtout important de voir à un moment, c'est de se dire, de se donner 2 mois, 3 mois, 6 mois et d'être en capacité de comparer un sous-groupe ou une agence qui a été traitée, qui a gardé son fonctionnement actuel et puis une agence qui a été aidée par l'IA et voir où on en est en fait. Est-ce qu'on a gagné du temps? Est-ce qu'on a relancé plus de devis? Est-ce que le chiffre d'affaires est significativement plus haut, plus bas? C'est là où ça va être pertinent. Alors, je pense on est passé sur toutes les questions. J'espère ne pas en avoir oublié. En plus, on est quasiment timing, donc vous nous avez aidé à ça, parfait. Je vous ai remis sur la slide notre compte LinkedIn, les différents notre sur les autres aussi. Bien évidemment, vous nous avez nos coordonnées pour aller un petit peu plus loin. Et puis ben, au plaisir de vous croiser sur ce typologie de sujet ou d'autres. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.